Bonjour Monsieur Chevrier. Donc, lors de notre dernière vidéo, vous nous avez expliqué que les services de renseignement américains et israéliens étaient parfaitement au courant des attentats qui se préparaient avant le 11 septembre 2001 et qu'ils ont laissé faire, de surcroît, pour obtenir un effet de sidération de l'opinion publique mondiale pour déclencher la guerre en Irak afin que l'armée américaine puisse détruire ce pays qui représentait à l'époque une menace pour l'existence et le développement d'Israël. En ce qui concerne, donc là on va parler maintenant du 7 octobre 2023, en ce qui concerne le 7 octobre 2023, vous nous avez expliqué que le gouvernement de Netanyahou était parfaitement informé qu'une action de grande ampleur était en préparation depuis plusieurs mois par le Hamas, et que non seulement ils ont laissé faire, mais ils ont volontairement retiré des troupes militaires chargées de protéger la frontière autour de Gaza, de façon à faciliter l'entrée du Hamas à l'intérieur d'Israël. Tout cela pour obtenir, encore une fois, une énorme campagne médiatique mondiale de façon à justifier vis-à-vis de l'opinion mondiale la destruction du territoire de Gaza. Oui, absolument. Mais bon, bonjour Hélène. Alors, effectivement, ce qui se passe à Gaza est absolument énorme. Ça dépasse l'imaginable. Et bien entendu, les médias français n'en parlent pratiquement pas. Pour être informé, il faut aller sur Al Jazeera, ce que je fais pratiquement tous les jours, le soir. Et je regarde donc les images, puisque là, il y a effectivement des équipes de journalistes qui filment quotidiennement ce qui se déroule. Ce qui se déroule est absolument affreux quand on voit les images de tous ces blessés que l'on emmène dans les hôpitaux. Il n'y a plus de lits dans les hôpitaux. Je vois les images, les gens n'ont même plus de brancard, ils prennent les enfants et les portent dans les bras. Et alors, comme toutes les salles sont pleines, on met les gens directement par terre, il y a pratiquement plus de médicaments pour les soigner, et tous les jours, vous en avez. Alors donc, pour porter, on les voit courir dans les couloirs avec des gens, avec des adultes ou des enfants, ils marchent au-dessus des gens qui sont couchés sur le sol, qui sont quelquefois avec des pansements, d'autres fois sans rien, et le lendemain, on sort tous les morts dehors, on les met dans des sacs en une espèce de tissu de polypropylène, et ils font une espèce de petite cérémonie, et ils enterrent 50, 60 personnes. On voit ça tous les jours, tous les soirs, je vois ça sur Al Jazeera. Et évidemment, on se demande comment la communauté internationale, puisqu'elle est désignée comme telle, ne réagit pas et ne fait pas, si vous voulez, un cessez-le-feu pour arrêter ce massacre. Parce qu'il s'agit quand même d'une population civile, il ne s'agit pas de combattants. Alors, évidemment, il y a le prétexte, c'est le Hamas. Le Hamas qui a été, en fait, on peut dire, promu par Netanyahou et son équipe, il y a déjà plus d'une trentaine d'années, puisque l'argent qui partait du Qatar était... Les valises de billets atterrissaient à Tel Aviv, et là, c'est des agents israéliens qui amenaient les Qataris jusqu'à la bande de Gaza, où là, cet argent était remis au Hamas. Pourquoi? C'était pour faire contrepoids, si vous voulez, au mouvement de Yasser Arafat à l'époque, parce qu'il voulait semer la zizanie à l'intérieur du clan palestinien pour éviter qu'on arrive à une négociation, c'est-à-dire que quand le Fatah, qui était dirigé par Yasser Arafat, représentait totalement l'État palestinien, il avait une légitimité, il pouvait discuter, que ce soit à Camp David ou dans d'autres régions, la négociation. Mais depuis le départ, moi j'ai compris, à partir des années 80, que l'État d'Israël, enfin tout du moins les dirigeants israéliens, n'avaient absolument pas envie d'une solution à deux États. On faisait croire, ils faisaient croire ça aux gens pour qu'on gagnait du temps, etc. Et pendant ce temps-là, toutes les semaines, ils construisaient un immeuble, ils colonisaient le territoire de la Cisjordanie,
Et puis, à cette époque, il y avait encore quelques colons qui étaient dans Gaza. Puis finalement, ils se sont rendus compte que c'était mieux de se retirer. Et Gaza est devenu un véritable camp de concentration avec les barbelés tout autour. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, vous savez, c'est une petite bande de terre qui donne sur la Méditerranée, mais ils n'ont même pas la liberté de pouvoir utiliser cette bande de mer qui leur appartient normalement, parce que les bateaux sont contrôlés. Quand les Turcs ont voulu porter de la nourriture, quand il y a eu, eh bien, l'armée israélienne est intervenue, ils ont tué 16 soldats turcs qui étaient sur le bateau pour apporter des vivres. Enfin, 11 soldats ont été tués, et après ils ont payé des indemnités aux familles. Donc tout ça est absolument affreux. Mais ce qu'il y a, moi, si vous voulez, sachant tout ce que je sais depuis des années, je me sens, en tant que Français, un peu mal à l'aise, parce que je trouve que l'on a une vraie responsabilité dans ce massacre. Dans ce massacre n'est possible que parce que Israël possède plusieurs centaines de têtes nucléaires. Les voisins le savent, les Turcs le savent, la Syrie, le Hezbollah, tout ça. Et, bien entendu, on est à peu près certain que le Hezbollah serait déjà porté au secours du Hamas en attaquant au nord d'Israël. Ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils bougent, on explose des bombes à 900 mètres d'altitude, 1000 mètres, et là, tout ce qui est en dessous est brûlé, irradié, terminé, sans que Israël n'ait aucune retombée radioactive. C'est ça le problème, c'est qu'en France, les gens ignorent tout, si vous voulez, des questions de la radioactivité et des bombes nucléaires. Il y a deux types de bombes, je le dis depuis le départ, il faut bien comprendre, il y a deux types d'explosions. L'explosion qui se déroule au sol, dans le sol, et qui là va générer une quantité énorme de retombées radioactives, et l'explosion que l'on produit en altitude, selon la puissance, Hiroshima c'était 450 mètres, maintenant avec les puissances que l'on a, ce sera 900 mètres, 1200 mètres, pour avoir le cône, si vous voulez, où la température va monter au sol à 5000 degrés, les gens sont grillés, la radiation est foutue, mais par contre, il n'y a aucune retombée radioactive, c'est-à-dire que Israël peut larguer des bombes. D'ailleurs, ils ont envisagé de le faire sur Gaza. Ce qui, de mon point de vue, sur le plan humain, aurait été plus propre, parce qu'on aurait tué 2 millions de personnes en quelques heures. Ceux qui étaient derrière des murs, tout ça n'aurait pas eu l'effet de chaleur. Ils auraient eu l'effet de la radioactivité quelques minutes ou quelques heures plus tard, et ils seraient morts dans les jours qui suivaient. Mais au moins, on ne ferait pas souffrir ces gens comme on le fait depuis 4 mois. C'est quelque chose. Je suis sûr que quand vous voyez les images de tous ces gosses qui pleurent parce qu'il leur manque une jambe, parce qu'il leur manque un bras, tout ça, c'est... Et alors, les bombes, la quantité de bombes, c'est quelque chose... Bon, vous savez, je prends aussi mes sources d'informations auprès de militaires américains. Et là, je vois les chiffres qu'on avait au mois de janvier. On parlait de 40 000 bombes, c'est-à-dire 26 000 tonnes de bombes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 26 000 tonnes, c'est 1200 semi-remorques pleins de bombes. 1200, toutes ces bombes sont fabriquées aux États-Unis, livrées constamment, tous les jours, quotidiennement à Israël, parce qu'Israël n'a pas cette capacité de produire sur le plan industriel autant de bombes. Donc, voilà ce qui se passe. Les Américains, non seulement sont complices, mais normalement, devraient dire, bon, bah, on arrête de fournir des bombes, et à ce moment-là, le combat va s'arrêter, non pas faute de combattants, mais va s'arrêter faute de munitions, vous voyez? Bon, eh bien non, il continue. Et pourquoi? Parce que, en réalité, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, mais surtout je l'ai expliqué dans mon livre avec tout le détail. Les États-Unis sont dirigés par une organisation qui s'appelle EPAC, qui a pignon sur la rue, et qui emploie des centaines de salariés, alors, les Américains,
qui sont un peu au courant de tout ça, qui en parlent. Donc, vous avez le professeur Mearsheimer qui a dénoncé cet état de fait depuis déjà plus de 20 ans. Vous en avez d'autres qui en parlent, comme le colonel Douglas MacGregor. Oui. Et puis, donc, il les appelle les donors, vous voyez, les donateurs, oui. pour financer les campagnes électorales. On les appelle le lobby financier, on les appelle le lobby pro-israélien. En réalité, tout ça, c'est une puissance financière phénoménale qui s'est installée aux États-Unis et qui fausse complètement le jeu démocratique. On n'est absolument pas aux États-Unis dans une démocratie. C'est le système d'ailleurs qu'ils ont petit à petit déplacé en Europe et pour lequel il ne faut pas se faire d'illusions. En France, vous avez les médias qui sont au service du lobby financier, la grosse finance, vous voyez, les banques, les grandes industries, tout ça, qui sont évidemment, font partie de ces groupes américains, etc. Et bien, on fait la promotion de Macron. Vous avez 7 magazines en France avec les 7 premières de couverture, c'est Macron. Ensuite, il est invité partout. Et au bout de 6 mois, eh ben voilà, c'est le candidat qui va être élu. Et puis, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est eux qui tiennent. Donc, voilà. Alors, pourquoi je vous disais que, en fait, en tant que Français, on se sent mal à l'aise parce que je l'ai expliqué dans mon livre. J'ai donné tous les détails de cette opération un peu sordide, puisque on est dans les années 1954-1955. L'État d'Israël a été créé en 1948. Donc, il faut savoir aussi, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que avant de créer l'État d'Israël en Palestine, il était question d'installer tous les gens qui voulaient fuir l'Allemagne, qui voulaient fuir les pays où ils étaient un peu plus ou moins dans des conditions plus ou moins difficiles. On voulait créer l'État d'Israël à Madagascar ou en Ouganda. Et si on avait créé cet État à Madagascar, on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui en Palestine, parce qu'ils auraient tout Madagascar terminé. Vous voyez. Donc, mais là, malheureusement, il y avait le choix entre ces 3 places, et c'est la Palestine qui a été choisie. Alors déjà, je trouve que c'est quand même un peu énorme que des gens qui ont fui ce pays il y a plus de 2000 ans, au bout de 2000 ans, ils décident, ben non, c'est notre territoire, on va le reprendre. Voilà. Et alors ceux qui sont là, qui vivent depuis les arrière-grands-parents, tout ça, qui ont travaillé la terre, qui ont planté les oliviers, les trucs, eh bien hop, on les fout dehors, on les chasse d'un village, on les envoie au Liban, on les envoie en Jordanie, et on les expulse, etc. Et puis, alors c'est simple, là c'est à peu près la politique que nous on a connue quand les Français avaient, on peut dire, créé l'Algérie, puisque l'Algérie, la France n'existait pas, c'était des tribus, hein. Et bien, c'était le cercueil ou le bateau. Et là, les Palestiniens ont le choix entre foutre le camp dehors ou être massacrés. C'est ce qui se passe à Gaza en ce moment. Alors, oui, il faut revenir dans cette histoire, c'est qu'il faut bien comprendre que si Israël ne possédait pas environ 300 têtes nucléaires, le Hezbollah aurait déjà détruit Tel Aviv avec des missiles conventionnels, ils en ont la capacité. On estime qu'ils ont environ 100 000 missiles non guidés, vous vous rendez compte, et une centaine de milliers de missiles précis guidés. Donc, avec l'assistance, bien entendu, maintenant, de tout le système de couverture chinois, puisque la Chine est en collaboration étroite avec l'Iran. Maintenant, je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, qu'il y a un système de guidage qui est encore plus précis que Google, hein, que le GPS, si vous voulez. Et donc, ils ont la possibilité de tirer des immeubles, tout ça exactement. Ils ne le font pas, pourquoi? Parce que si, les autres leur ont fait savoir, si vous touchez à Tel Aviv, nous, on vous raye de la tête. Oui, c'est ça. Voilà. Les représailles vont être terribles. Pourquoi est-ce qu'ils ont les moyens de faire ça? Parce que en 1954-1955, Ben Gourion a envoyé en France Shimon Peres, qui était à l'époque
un jeune homme, on peut dire, de 28 ans. Il est venu en France pour acheter, on ne sait pas s'ils ont payé, je voudrais bien voir la trace du paiement, comment se effectue le paiement. Des chars AMX, qui étaient produits plus tard, on les appellera les chars Leclerc, et des avions d'assaut. Le premier voyage, il obtient quand même 270 chars AMX. Aujourd'hui, on est en train de discuter pour fournir 25 chars à l'Ukraine. Vous voyez, donc c'était bon. Tout ça pourquoi? Alors, ce qui est cocasse là-dedans, c'est que quand, je l'ai déjà expliqué, mais quand Ben Gourion le convoque et lui dit « Shimon, tu vas aller en France parce qu'on a besoin de chars pour nous défendre et d'avions de chasse », et l'autre lui répond « Mais je ne sais pas parler anglais et je ne sais pas parler français. Comment voulez-vous que je fasse? Ne t'inquiète pas, tu vas rencontrer une personne qui, elle, va te mettre en rapport avec les bonnes personnes. » De fait, il a eu rendez-vous avec Al-Ghazi, qui était évidemment un juif français très bien introduit, parce qu'il fonctionne depuis des siècles en réseau. En réseau, absolument. Donc, en France, à cette époque-là, il y avait un réseau, et on était juste après la guerre, avec le sentiment de culpabilité de ce qui s'était passé en Allemagne, avec l'extermination des Juifs, tout ça, ça a pesé. Et donc, il arrive en France, il ne parle pas français, il ne connaît personne, mais 8 jours après, il est installé dans le bureau à côté du ministre des Armées. Et là, téléphone, tout ça, on fait tous les trucs et on lui fournit tout ce qu'il veut. Évidemment, Marcel Dassault est israélite, il va fournir tout ce qu'on lui demande, et puis le gouvernement est vraiment favorable à Israël, ils veulent jouer la carte, si vous voulez, de ce pays contre les pays arabes, tout en étant en bonne relation avec les pays arabes. Et alors, le deuxième voyage qu'il va faire, c'est qu'il va proposer le fameux marché que j'explique dans ce livre. Il va proposer, vous produisez l'électricité avec les centrales nucléaires, mais vous n'avez pas la technologie pour fabriquer la bombe atomique. Ce qui est vrai. À l'époque, on est en 56, on ne l'a pas. Et arrive le gouvernement Guy Mollet, qui lui est très favorable à Israël, il y a sûrement des liens, tout ça, parce que il faut savoir que la franc-maçonnerie a été créée il y a plusieurs siècles par le lobby pro-israélien, israélite. Ça c'est clair, c'est eux qui ont créé ça et qui ont l'objectif était au départ de ne pas apparaître sur le devant de la scène, mais d'avoir des gens qui étaient à eux, qui étaient aux commandes. Par la suite, ils se sont pas gênés pour apparaître à la tête de l'État. On a eu Sarkozy qui, lui, a pas caché ses origines et a dirigé le pays à sa façon. Vous voyez, mais pour vous dire comment les choses ont évolué.